Fermez les yeux, laissez les étoiles apparaître. Vous dérivez à présent, non pas dans l'espace tel que nous le connaissons, mais dans quelque chose de plus ancien, de plus profond. Dans l'univers de Warhammer 40 000, les étoiles ne brillent pas d'une lumière chaleureuse. Elles scintillent comme des balises lointaines, avertissant les voyageurs de faire demi-tour. Et pourtant, l'humanité continue d'avancer. Cette galaxie n'est pas paisible. Elle est ancienne, peuplée d'empires oubliés et régie par le silence autant que par le feu. Mais même dans son obscurité infinie, des histoires se racontent. Certaines sont murmurées par des mondes mourants. D'autres résonnent depuis des vaisseaux perdus dans le warp, leurs signaux continuant de hurler à travers le temps. Ces histoires ne sont pas insignifiantes. Elles s'étendent sur 1 million de planètes et des dizaines de milliers d'années. Mais ce soir, nous ne sommes pas en quête de guerre. Nous dérivons lentement, doucement, à travers l'immensité de tout cela, à travers la taille, l'histoire, le poids d'un univers où une vie humaine n'est qu'un souffle, où un vaisseau spatial pourrait ne jamais revenir, et où la mémoire elle-même s'estompe comme la lumière des étoiles. Respirez lentement. Laissez l'ampleur de la tâche s'imprégner dans votre esprit. Nous ne commençons pas par la guerre, mais par la distance, par les étoiles, par l'immensité réelle de la galaxie. Warhammer 40 000 se déroule dans une galaxie que nous partageons. C'est notre Voie lactée, mais dans un futur lointain. Mais tout y est plus grand, plus bruyant et plus difficile à comprendre. Pour vous aider, imaginez quelque chose de simple. Imaginez la Terre. Puis, imaginez la Lune. Elle se trouve à quelques centaines de milliers de kilomètres. Maintenant, étendez votre regard vers le Soleil, à des millions de kilomètres plus loin, puis encore plus loin vers l'étoile la plus proche de notre système solaire, Alpha Centauri. Elle se trouve à plus de 4 années-lumière. Si vous continuiez ainsi, planète après planète, étoile après étoile, vous ne seriez toujours pas près du bord de la galaxie. La Voie lactée est immense. Elle contient plus de 100 milliards d'étoiles. Dans Warhammer 40 000, l'impérium de l'humanité s'étend sur toute la galaxie. Un empire étendu sur une mer de ténèbres qui tente de régner sur 1 million de mondes colonisés par les humains. Ce chiffre semble relever de la science-fiction, mais dans cet univers, il s'agit d'une estimation approximative. L'impérium ne sait pas exactement combien de mondes il possède. Il ne peut même pas communiquer avec tous. Ce qui suit est un voyage à travers cette immensité. Tout d'abord, à travers la taille de l'impérium et ce que signifie y vivre. Ensuite, nous voyagerons à travers le temps pour découvrir comment tout cela est arrivé. Commençons près de chez nous. Imaginez que vous regardez la Terre depuis l'orbite. Vous pouvez voir les nuages dérivés, les continents en dessous. D'ici, le monde semble petit, presque fragile. Maintenant, reculez. Imaginez que vous flottez au-delà de la Lune, où la Terre n'est plus qu'une autre lumière dans l'obscurité. Encore plus loin, au-delà de Mars, au-delà de Jupiter, au-delà de toutes les planètes extérieures, jusqu'à ce que le Soleil lui-même ne soit plus qu'un point sombre derrière vous. Même alors, vous n'avez pas quitté votre système solaire. Vous n'avez pas touché la véritable distance entre les étoiles. Maintenant, laissez cette pensée grandir. Le système stellaire le plus proche, Alpha Centauri, est à 4 années-lumière. C'est si loin que même la lumière, qui se déplace plus vite que toute autre chose, mettrait 4 années entières pour y arriver.
Si un vaisseau de notre monde essayait de parcourir cette distance avec des moteurs modernes, cela pourrait prendre des milliers d'années. Dans Warhammer 40 Lunes, ce genre de distance n'est rien. 4 années-lumière sont considérées comme une courte distance. L'Imperium, le grand empire galactique de l'humanité, s'étend sur toute la Voie lactée. Cette galaxie mesure environ 100 000 années-lumière de large. Elle contient des centaines de milliards d'étoiles, chacune pouvant abriter une ou plusieurs planètes. L'Imperium revendique plus d'1 million de ces planètes, réparties aux 4 coins de la galaxie. Certaines sont de grandes forteresses illuminées par la lueur des canons orbitaux. D'autres ne sont guère plus que des rochers et de la glace, abritant des villes minières, des monastères isolés, voire rien du tout. Voyager d'un bout à l'autre de l'Imperium peut prendre des décennies, même avec l'aide du Warp. En réalité, on ne sait même pas où se trouvent ses limites. Il n'existe aucune carte qui le couvre entièrement. La galaxie est tout simplement trop grande et trop fragmentée. De nombreuses parties de l'Imperium sont coupées du reste par des tempêtes Warp, des territoires étrangers ou tout simplement par le silence. Des régions entières peuvent disparaître du contact pendant des siècles. Certaines sont redécouvertes plus tard, toujours fidèles. D'autres deviennent traîtres ou oublient même l'existence de l'Imperium. L'Imperium est divisé en 5 régions gigantesques, appelées segmentai. Chaque segmentum est comme un continent galactique à part entière. Le segmentum solar est le centre, où se trouvent la Terre Sainte et le monde trône. Le segmentum obscurus se trouve au nord de la galaxie. Le segmentum tempestus au sud. Le segmentum pacificus se trouve à l'ouest et le segmentum ultima s'étend vers l'est, là où la galaxie s'incurve vers l'inconnu. Chaque segmentum compte des centaines de secteurs, et chaque secteur peut contenir des centaines de mondes. Ceux-ci sont divisés en sous-secteurs, en systèmes et en planètes. Mais même cette structure est imparfaite. Des archives manquent, des secteurs entiers peuvent sombrer dans la confusion. L'administratum, l'énorme appareil bureaucratique de l'Imperium, tente de tout répertorier, mais il faut parfois des décennies pour classer un simple rapport planétaire. Si vous servez comme officier de la garde impériale, vous pourriez être affecté à une douzaine de mondes au cours de votre vie sans jamais quitter votre secteur d'origine. Si vous êtes un trader rogue, vous pourriez explorer des systèmes stellaires oubliés, cartographier des ruines anciennes et des espaces extraterrestres. Mais même les âmes les plus voyageuses, celles qui ont vu des centaines de planètes et traversé des segmentai, ne font qu'effleurer la surface de ce qu'est réellement l'Imperium. Pensez-y de cette façon. Si vous vous trouviez sur un monde aléatoire de l'Imperium, la planète habitée la plus proche pourrait être à des semaines de voyage en vaisseau Warp. Et même dans ce cas, ce monde pourrait parler un dialecte différent, avoir des lois différentes et suivre des coutumes différentes, tout en restant fidèle au même empereur. Plus vous vous éloignez, plus l'isolement est grand. Il existe des mondes frontaliers où les gens croient que Terra est un mythe, où les agents impériaux sont considérés comme des prophètes errants. Ce n'est pas rare, ce n'est pas inhabituel, c'est simplement la vie dans l'Imperium. Maintenant, imaginez les personnes qui tentent de gouverner tout cela. Sur Terra, les hauts seigneurs siègent dans des salles qui surplombent une planète entièrement transformée en ville. C'est un monde qui ne dort jamais, où chaque montagne, chaque océan et chaque forêt ont été recouverts depuis longtemps. Plus d'1 trillion de personnes y vivent et y meurent, mais les décisions prises dans ces salles
doivent d'une manière ou d'une autre parvenir à des planètes situées à l'autre bout de la galaxie. Cela peut parfois prendre des siècles. Au moment où une loi arrive, ceux qui l'ont rédigée sont peut-être déjà morts. Et ce n'est que la communication. Pensez à la guerre. Lorsqu'une planète appelle à l'aide, elle peut crier dans le vide pendant des années avant que quelqu'un ne réponde. Les renforts peuvent mettre des décennies à arriver. Certaines batailles sont déjà perdues avant même que le premier vaisseau ne quitte le quai. D'autres fois, une flotte peut être envoyée pour découvrir que la planète n'existe plus. Elle a brûlé. Elle a changé de main. Elle est tombée aux mains du chaos, a été consumée par les tyrannides ou a tout simplement disparu des étoiles. La vérité, c'est que même les plus grandes batailles de l'Impérium se déroulent dans des endroits dont la plupart des habitants de la galaxie n'entendront jamais parler. Une guerre qui dure 10 ans et coûte 1 milliard de vies peut n'être qu'une note de bas de page dans un parchemin oublié. Pour l'administratum, ce n'est qu'un chiffre de plus dans une pile qui ne cesse de grandir. Pour un monde lointain qui cultive du grain sous un soleil étranger, ce n'est rien. Les gens s'y réveillent, travaillent, prient et dorment. Ils n'ont jamais quitté leur planète. Ils ne le feront jamais. C'est ce qui rend l'Impérium terrifiant. Ce ne sont pas ses armées ou ses flottes, mais sa taille. Il est trop vaste pour être géré, trop étendu pour être compris. Des civilisations entières peuvent naître et disparaître à l'intérieur de ses frontières sans que personne ne s'en aperçoive. Certaines forgent leur propre mythe, leur propre saint, leur propre culte. Tant qu'elles paient la dîme et honorent le nom de l'empereur, l'Impérium les laisse tranquilles. La plupart du temps, la galaxie n'est pas un lieu d'ordre. C'est un lieu de silence, rompu par la guerre et les rituels. L'Impérium ne survit pas grâce au contrôle, mais grâce à l'inertie. Ces systèmes fonctionnent parce qu'ils ont toujours fonctionné. Son peuple sert parce qu'on lui dit de le faire. Ces étoiles ne brûlent pas pour la gloire, mais parce qu'elles le doivent. Et pourtant, les gens espèrent. D'une certaine manière, ils croient faire partie de quelque chose de plus grand. Un plan, une foi, un avenir. Ce n'est pas le cas, mais ils y croient. Et cela suffit, du moins pour l'instant. La taille de l'Impérium ne peut être mesurée par des cartes ou des chiffres. Elle ne peut être ressentie que lorsque vous réalisez à quel point vous êtes loin de chez vous, combien de temps il faut pour être entendu, combien d'étoiles doivent brûler pour qu'une seule planète puisse vivre. Et au-delà de tout cela, au-delà des millions de mondes, des cartes anciennes et des lignes de communication rompues, se trouve quelque chose d'encore plus étrange. Le warp. Un endroit où la distance se replie. Un moyen de tromper la taille de la galaxie. Mais cette supercherie a un prix. Laissez-nous maintenant dériver, loin des étoiles et des secteurs, dans l'espace qui les sépare. Le prochain chapitre nous y emmènera. Si la taille de l'Impérium semble impossible, c'est parce qu'elle l'est. Rien d'aussi grand ne devrait pouvoir fonctionner. Pas avec autant d'étoiles, pas sur une période aussi longue. Et pourtant, c'est le cas. Mais uniquement grâce à une chose, le warp. À première vue, le warp semble être un cadeau. C'est un royaume qui permet aux vaisseaux de se déplacer plus vite que la lumière. Il rend possible le voyage entre les étoiles. Sans lui, il n'y aurait pas d'impérium, pas de croisade, pas de moyen de gouverner une galaxie. Mais le warp n'est pas une autoroute. Il n'est pas stable. Ce n'est même pas l'espace. Imaginez-vous debout, au bord d'une mer noire,
observant ses mouvements incompréhensibles. Elle change de couleur, de forme, voire de direction. Un instant, elle est calme. L'instant d'après, elle se brise en vagues qui ne sont pas faites d'eau, mais de pensées, d'émotions et d'énergie brute. C'est ça, le warp. Ce n'est pas un lieu logique. C'est le reflet de tous les sentiments de la galaxie. La peur, la rage, l'espoir, la haine. Il change en fonction de l'esprit de ceux qui le traversent. Pour utiliser le warp, les vaisseaux ne voyagent pas de la manière habituelle. Ils déchirent l'espace réel et glissent à travers le voile. Ils laissent derrière eux le monde connu et pénètrent dans quelque chose de plus ancien et d'étrange. Le temps ne s'écoule pas de la même manière là-bas. Les vaisseaux peuvent arriver avant d'être partis. Ils peuvent disparaître pendant ce qui semble être quelques jours pour découvrir que des siècles se sont écoulés à l'extérieur. Ou pire encore, rien ne change et l'équipage du vaisseau revient dans une galaxie qui les a oubliés. C'est pourquoi les navigateurs existent. Ce ne sont pas de simples pilotes. Ce sont des mutants, rares et précieux, nés avec la capacité de voir dans le warp. Pas avec leurs yeux, mais avec quelque chose de plus profond. Ils ne se guident pas à l'aide de cartes. Ils suivent de la lumière. Une seule lumière. L'Astronomican. Au cœur de Terra, l'empereur siège sur le trône d'or. Son âme brûle comme une étoile dans le warp. Cette lumière, maintenue par sa volonté, et le sacrifice quotidien de milliers de Psykers est le seul phare qui permet de naviguer en toute sécurité. Les navigateurs fixent leur regard sur cette lueur. Ils en lisent la forme, les variations, la puissance. Et à partir de là, ils pilotent. Mais le warp n'est pas vide. Il n'est pas sûr. Il abrite des créatures faites de pensées, de faim et de mensonges. Elles sentent la présence des vaisseaux. Elles se pressent contre les parois de la réalité, murmurant, griffant, essayant de s'introduire à l'intérieur. Les vaisseaux doivent être protégés, gardés et faire l'objet de prières. Même ainsi, les protections peuvent échouer. Parfois, un vaisseau disparaît, sans laisser de traces, sans un bruit, sans signal. D'autres fois, il revient différent. L'équipage parle par énigme. Le temps est perturbé. Des ombres bougent là où elles ne devraient pas. On appelle ces vaisseaux des vaisseaux fantômes. Peu de gens leur font confiance. La plupart sont détruits dès leur apparition. Même les voyages normaux comportent des risques. Plus un navire reste longtemps dans le warp, plus il y a de chances que quelque chose le remarque. C'est pourquoi les capitaines se déplacent rapidement, planifient des sauts courts et comptent autant sur leurs prières que sur leurs moteurs. Et même ainsi, des tempêtes peuvent surgir sans avertissement. De grandes tempêtes warp, remplies de parasites psychiques, peuvent piéger des flottes pendant des décennies. Certains vaisseaux dérivent jusqu'à épuisement de leurs réserves. D'autres trouvent d'étranges ports, des endroits qui ne devraient pas exister. Des ports sans nom, où le temps s'écoule différemment. Il n'y a pas d'itinéraire fixe dans le warp. Il existe bien sûr des chemins, des voies sûres tracées par des générations de navigateurs, mais même ceux-ci changent. Un couloir ouvert depuis 1000 ans peut s'effondrer du jour au lendemain. Un monde qui était à une semaine de voyage peut devenir inaccessible pour plusieurs générations. Ce changement constant est ce qui rend les voyages si lents, même si le warp se déplace plus vite que la lumière. Le voyage n'est pas seulement difficile pour les vaisseaux, il est difficile pour les personnes. Vivre dans le warp,
même pour une courte période, affectent l'esprit. Certains entendent des voix, d'autres rêvent d'endroits qu'ils n'ont jamais vus. Plus vous restez longtemps, plus vous oubliez le son du silence. La réalité semble fragile. Tout résonne. Vous commencez à douter de vos propres pensées. C'est pourquoi de nombreux équipages accomplissent des rituels avant et après un saut. Des gestes simples, graver des symboles sur les murs, allumer de l'encens, murmurer de vieux noms. Ils ne sont pas toujours basés sur la vérité, mais ils aident. Ils donnent une structure. Ils rappellent aux gens qu'il existe un monde réel qui les attend de l'autre côté. Malgré tout cela, le warp est nécessaire. C'est la bouée de sauvetage de l'Imperium. Les troupes, la nourriture, les machines, les messages. Rien ne fonctionnerait sans lui. Les armées resteraient bloquées sur une seule planète. Les secteurs se sépareraient. La voix de l'empereur s'éteindrait. L'Imperium tolère donc le risque. Il entretient l'Astronomicon. Il forme de nouveaux navigateurs. Il construit des milliers de vaisseaux, chacun conçu non seulement pour le combat, mais aussi pour survivre dans la tempête. L'Imperium sait qu'il ne peut pas arrêter le warp. Il ne peut que le supporter. Il existe bien sûr d'autres moyens de se déplacer. Le Webway, autrefois utilisé par les Eldars, existe encore sous forme de fragments. Il est plus ancien que le warp. En théorie, il est plus sûr. Mais il n'est pas accessible à l'humanité. Les portes sont perdues, brisées ou scellées. Certains disent que l'empereur a autrefois tenté de le rendre accessible aux hommes. D'autres affirment qu'il a échoué. La vérité est enfouie. Certains Xénos ont leurs propres moyens. Les Nécrons utilisent des propulseurs inertiels. Les Tyrannides suivent des signaux qui traversent l'espace réel comme des champs. Mais pour l'humanité, le warp est tout ce qu'elle a. Et même cela a un prix. Chaque saut rend le warp plus puissant. Chaque peur, chaque cri, chaque guerre le nourrit. Le warp n'oublie pas. Il grandit. Il attend. Et tandis que les vaisseaux le traversent à toute vitesse, tandis que les capitaines prient pour arriver sains et saufs, il observe. Pourtant, les vaisseaux continuent d'avancer. Les équipages continuent de voler. Non pas parce que c'est sûr, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est ainsi que fonctionne l'Imperium. Il avance, même dans la folie, même lorsque la voie à suivre n'est pas claire. Alors, quand vous voyez une étoile dans le ciel et que vous vous demandez qui vit là-bas, souvenez-vous de cela. Quelqu'un est peut-être passé près de ce monde il y a longtemps. Son vaisseau dérive peut-être encore. Ou peut-être est-il rentré chez lui, avec des histoires qu'il ne pourra jamais raconter entièrement. Les étoiles ne sont pas silencieuses. Elles sont pleines de chemins, dont la plupart sont brisés. Maintenant que nous avons traversé le vide, entrons dans le temps. Le chapitre suivant vous montrera depuis combien de temps la galaxie existe, pas en décennies ou en siècles, mais en âge. Quand les gens pensent à l'avenir, ils imaginent généralement quelque chose qui est juste hors de leur portée. Quelques années, peut-être quelques siècles, des villes immenses, des machines intelligentes, des vaisseaux qui flottent dans le ciel. Mais Warhammer 40 000 ne vit pas dans ce genre d'avenir. Il vit dans quelque chose de plus profond, de plus ancien, de plus lent. Il s'étend sur 10 000 ans et continue d'avancer comme s'il n'avait même pas commencé à ralentir. Pour comprendre le temps dans cette galaxie, revenons un instant sur Terre. Les humains n'utilisent de l'électricité que depuis environ 200 ans.
Nous écrivons depuis peut-être 5000 ans. La plupart de nos machines ont moins d'un siècle. Pourtant, dans l'Imperium, certaines machines fonctionnent depuis plus longtemps que les villes existent sur Terre. Certaines armes n'ont pas été fabriquées depuis 6000 ans. Personne ne se souvient comment elles ont été construites. Elles fonctionnent toujours. Elles sont vénérées pour cela. Une seule guerre dans l'Imperium peut durer des générations. Non pas à cause d'une mauvaise planification, mais à cause de la distance. Un message demandant de l'aide peut mettre des années à traverser le warp. La réponse peut prendre encore plus de temps. Lorsque les renforts arrivent, la guerre est peut-être déjà terminée, ou la planète a peut-être disparu. Les soldats envoyés pour la sauver atterriront quand même, car l'ordre est toujours valable. Ils suivent ce qu'on leur dit, pas ce qui est vrai aujourd'hui. Cela crée une histoire étrange, une histoire lente, une histoire fracturée. Les planètes oublient. Des secteurs entiers sombrent dans le silence. Lorsqu'ils sont redécouverts, leurs habitants n'ont parfois plus aucun souvenir de Terra, ni aucune connaissance de l'Empereur. Certains rejoignent le giron de l'Empire, d'autres s'y opposent. Ces mondes redécouverts sont appelés colonies perdues. Certaines ont été perdues pendant 500 ans, d'autres pendant des milliers d'années. À l'ère de la technologie, avant l'Imperium, l'humanité a atteint les étoiles grâce à des machines capables de penser par elles-mêmes. Ces machines étaient appelées les hommes de fer. Elles ont aidé à construire des villes, à explorer de nouvelles planètes et à maintenir la paix. Mais quelque chose a mal tourné. Personne ne s'accorde sur ce qui s'est passé. Certains disent que les machines se sont retournées contre leurs maîtres. D'autres affirment qu'elles ont été corrompues par des forces extérieures. Le résultat a été le même. L'humanité les a détruites et a juré de ne plus jamais faire confiance aux machines. Puis vint l'ère des conflits. Les tempêtes warp se sont intensifiées. Les voyages sont devenus impossibles. Les planètes se sont retrouvées isolées. Beaucoup sont tombés en ruine. Sans commerce, les villes se sont effondrées. Sans connexion, la mémoire s'est estompée. Les gens ont oublié d'où ils venaient. Ils ont oublié les étoiles. Certains sont retournés à l'agriculture. D'autres ont bâti leurs propres empires. Au fil du temps, les machines qui les avaient autrefois servies sont devenues des reliques sacrées. Des morceaux ont été intégrés dans des temples. Leurs instructions sont devenues des prières. Cet oubli n'était pas accidentel. Il est devenu partie intégrante de la vie. Le Mechanicus, le groupe chargé de l'entretien des technologies dans l'Imperium, croit que chaque machine possède un esprit. Construire ou réparer une machine n'est pas seulement un travail, c'est un acte de culte. Leurs prêtres, appelés Tech Priests, apprennent les chants appropriés, les huiles sacrées, les moyens de satisfaire chaque appareil. Ils n'inventent pas, ils préservent, ils ne testent pas. Ils répètent ce qui fonctionne. De cette manière, une grande partie des connaissances de l'Imperium est figée. Elles ne progressent pas, elles ne se développent pas. Les nouvelles découvertes sont rares. Lorsqu'elles surviennent, elles sont cachées ou détruites. L'innovation est considérée comme une hérésie. Un homme qui crée quelque chose de nouveau risque la mort. Non pas parce que cela ne fonctionne pas, mais parce que cela n'a pas été transmis par ceux qui l'ont précédé. Cette façon de penser peut sembler étrange, voire stupide, mais du point de vue de l'Imperium, elle est logique. La galaxie est dangereuse. Des extraterrestres, des démons, et pire encore attendent dans l'obscurité. Une machine cassée peut condamner une planète.
une nouvelle idée peut se propager comme un feu de forêt. Il est plus sûr de faire confiance à ce qui est ancien, à ce qui a survécu, à ce qui a été béni par le temps. Cela crée une image étrange. Des vaisseaux capables de traverser les étoiles sont réparés avec des outils à vapeur. Des fusils laser construits dans des cités ruches sont estampillés de symboles provenant de mondes disparus. Des planètes entières sont consacrées à la fabrication de machines dont les plans sont copiés à partir de copies. Personne ne sait qui a fabriqué la première version. Certains pensent que c'est l'empereur. D'autres disent que les machines se sont fabriquées elles-mêmes. Il existe des mondes où les bibliothèques conservent encore les connaissances de l'ère technologique, mais elles sont gardées. La plupart sont illisibles. Les langues ont changé. Les codes ont été brisés. Un tech-prêtre peut passer toute sa vie à essayer de déchiffrer un seul fragment. Il ne comprendra peut-être jamais ce qu'il signifie, mais il l'enregistrera, le protégera et le transmettra. La conception du temps de l'Imperium n'est pas la nôtre. Il ne vit pas d'année en année. Il survit en conservant le passé tel quel. Le présent n'est qu'une épreuve à endurer. L'avenir n'est qu'une histoire racontée pour que les gens continuent à travailler. Certains croient en une grande victoire, une guerre finale, un âge d'or. Mais la plupart savent que ce n'est pas vrai. Ils prient parce que cela apporte l'ordre. Ils se battent parce que c'est leur devoir. Ils vivent et meurent, sachant que leurs noms seront oubliés. Et pourtant, quelque chose bouge, lentement. Sous le silence et la décadence, la galaxie change. De nouvelles menaces apparaissent. Les anciennes reviennent. Même le warp change de forme. Le temps est peut-être lent dans l'Imperium, mais il n'est pas immobile. Pensez à une pierre jetée dans une eau profonde. Les ondulations se propagent vers l'extérieur, lentement et doucement. Au début, rien ne semble changer. Mais si vous attendez assez longtemps, vous le sentirez. Vous entendrez l'écho. C'est ainsi que fonctionne le passé dans cet univers. Il persiste. Lorsque nous regardons l'histoire de cette galaxie, nous ne voyons pas une ligne claire. Nous voyons des ruines, des histoires gravées dans les murs, des archives endommagées par le temps et le feu, des fragments de vérité mêlés à la fois. Et pourtant, l'Imperium continue d'exister, non pas parce qu'il se souvient, mais parce qu'il n'a pas d'autre choix. Nous avons vu les étoiles. Nous avons traversé le vide. Maintenant, nous avons dérivé à travers le fonctionnement du temps dans cet endroit. Mais il y a un autre élément important à prendre en compte. Pas seulement l'espace, pas seulement le temps, mais aussi le sens. Lorsque de grands événements se produisent, ils ne sont pas toujours perçus comme tels par ceux qui se trouvent à proximité. Parfois, la galaxie change, et personne ne le remarque. Passons maintenant à ce silence, ces endroits trop éloignés pour entendre la vérité. Il y a quelque chose d'étrange dans la façon dont le changement se propage dans une galaxie de cette taille. Nous aimons croire que lorsqu'un événement majeur se produit, quelque chose d'énorme, de bruyant et qui met fin au monde, tout le monde le ressent. Mais ce n'est pas le cas ici. Pas dans l'Imperium, pas dans une galaxie où même la lumière met des milliers d'années à voyager d'un bout à l'autre, pas quand le silence se propage plus vite que le son. Ancrons-nous sur une seule planète. Imaginez un monde qui orbite autour d'un soleil rouge, loin du centre de la galaxie. Il possède une ville près de l'équateur et des terres agricoles qui s'étendent sur ces plaines arides du nord. Les habitants parlent le bas gothique. Ils cultivent de la terre avec des outils bénis par les tech priests.
Leurs dirigeants envoient une dîme tous les 10 ans et en échange, l'Imperium les laisse tranquilles. Ils ne connaissent pas les hauts seigneurs. Ils n'ont jamais vu de Space Marine. Leur ciel est un dôme d'étoiles inconnues. Ils vivent, travaillent et meurent sans jamais quitter leur monde. Imaginez maintenant ce même monde lorsqu'un événement énorme se produit à travers la galaxie. Lorsque Cadia tombe, lorsque la grande faille déchire les étoiles en deux, lorsque la moitié de la galaxie est plongée dans les ténèbres et que le Warp se met à hurler. Sur cette petite planète, le soleil se lève toujours, les cloches sonnent toujours, les récoltes poussent toujours, les habitants n'entendent rien, ils ne ressentent rien, ils sont trop loin. Même lorsque la vérité arrive, elle le fait par bribes. Un marchand voyou apporte des histoires. Un prêtre parle de signes dans les cieux. Une transmission Vox est saccadée par des données corrompues. Et pourtant, beaucoup ne croient pas. Ils ont déjà entendu des rumeurs. Chaque voyageur apporte des avertissements. Chaque cycle apporte son lot de récits apocalyptiques. Les gens ont appris à ne pas paniquer. La plupart n'agissent pas. Ils gardent les yeux rivés sur le sol. Ils attendent la dîme. C'est ce qui se passe dans la majeure partie de l'Imperium. Pour chaque monde où la guerre fait rage, il y en a 100 autres trop loin pour s'en soucier. Une nouvelle croisade peut commencer à la frontière du Segmentum et s'étendre à travers l'espace, mais sur un monde ruche profondément enfoui dans le Pacificus, les usines continuent de tourner. Les ouvriers sont punis s'ils ralentissent. On leur dit la même chose qu'à leur père, que la foi est une force, que la loyauté est une raison d'être, que l'empereur veille. Mais l'empereur ne parle pas. Il n'envoie pas de vision à chaque citoyen. Il n'explique pas pourquoi un secteur brûle tandis qu'un autre est épargné. Il ne répond pas aux questions d'un enfant qui regarde le ciel nocturne rempli de traînées lumineuses. Pour cet enfant, ces lumières ne sont que des étoiles. Il ne sait pas qu'il s'agit de vaisseaux de guerre. Cet écart entre ce qui se passe et ce qui est connu n'est pas une erreur. Cela fait partie de la vie. Il y a tellement de mondes, tellement de voies, qu'aucune vérité unique ne peut tous les atteindre. L'administratum tente d'envoyer des mises à jour. Le ministerum diffuse la doctrine. L'Inquisition fait taire ce qu'elle doit faire taire. Mais rien de tout cela ne suffit. La galaxie est tout simplement trop vaste. Même lorsqu'un monde tombe, ses voisins peuvent ne pas s'en apercevoir. Si une ville ruche est réduite en cendres, la planète voisine peut l'apprendre des années plus tard. Et lorsque la nouvelle arrive, elle peut être enveloppée de légendes, filtrée par 10 couches de conjectures, à moitié perdues dans le Warp. À ce moment-là, personne ne sait ce qui s'est réellement passé. On ne connaît qu'une histoire. Cette distance façonne la façon dont les gens pensent. Sur les mondes frontaliers, beaucoup considèrent l'Imperium comme un mythe. Ils croient en l'empereur comme un dieu, mais ne font pas confiance aux soldats qui prétendent le servir. Sur les mondes sanctuaires, les histoires sont plus dramatiques. Les saints marchent, les miracles brillent. Mais ce sont des histoires locales, transmises de génération en génération. Elles sont vraies pour cette planète. Elles ne le sont peut-être pas ailleurs. Il existe de rares moments où quelque chose perce. Lorsque le Warp s'ouvre et que des monstres envahissent l'espace réel. Lorsqu'une croisade atteint un système perdu. Lorsqu'un inquisiteur arrive et apporte le feu. Dans ces moments-là, les gens aperçoivent les contours d'un monde beaucoup plus vaste. Mais ils ne le comprennent pas. Ils ne le peuvent pas. C'est trop grand, trop rapide, trop loin.
Une fois les flammes éteintes, la vie reprend son cours. Les survivants reconstruisent. Ils se souviennent de ce qu'ils peuvent. Mais l'événement dans son ensemble, son but, sa forme, son lien avec un plan plus vaste, a disparu. Perdu dans le bruit, enterré dans le silence. Même parmi les dirigeants de l'Imperium, ce problème persiste. Un grand seigneur peut commander des armées qui ne lui font jamais rapport. Un maître de chapitre peut envoyer des Astartes dans des systèmes qu'il n'a jamais vus. Les décisions qu'ils prennent ont des répercussions lentes et inégales, n'atteignant qu'une partie de leur cible. Ils gouvernent à distance, espérant que la foi et la peur feront le reste. Ce n'est pas seulement un problème de distance, c'est une partie intégrante du fonctionnement du pouvoir dans cette galaxie. Le contrôle est local, la peur est mondiale. L'Imperium n'a pas besoin que tous ses citoyens connaissent la vérité. Il a besoin qu'ils obéissent. Il a besoin qu'ils se réveillent, suivent les ordres et répètent les mêmes prières que leurs ancêtres murmuraient. Ainsi, beaucoup vivent toute leur vie sans savoir ce qui se trouve au-delà de leur ciel. Et pourtant, ils comptent. Chaque planète, aussi petite soit-elle, est un morceau du corps de l'Imperium. Chacune fournit des soldats, des céréales, des machines ou des prières. Chacune tient une ligne, même si personne d'autre ne la voit. Elles comptent non pas parce qu'on se souvient d'elles, mais parce qu'on les utilise, parce qu'elles endurent. C'est l'étrange beauté de cette galaxie. Malgré sa taille, elle fonctionne toujours grâce aux gens. Des gens qui ne connaissent jamais toute l'histoire. Des gens qui se battent dans des guerres qu'ils ne comprennent pas. Des gens qui vivent dans des endroits où les étoiles changent de place sans que personne ne sache pourquoi. Et c'est là que la véritable nature de l'Imperium apparaît clairement. Ce n'est pas un empire unique, parfaitement ordonné, mais un patchwork de lumière vacillante. Un corps qui ne ressent sa propre douleur que lorsqu'elle devient trop forte pour être ignorée. Une voix qui ne s'exprime qu'en écho, si tant est qu'elle s'exprime. Maintenant que nous avons traversé l'espace, dérivé à travers le temps et écouté le silence, il est temps de revenir en arrière, loin en arrière, avant l'Imperium, avant l'humanité, avant la mémoire. La prochaine partie de notre voyage commence dans le mythe, dans une guerre ancienne, dans le premier éclatement des étoiles. Avant les Space Marines, avant l'Imperium, avant même que Terra ne connaisse le feu, il y eut une époque si lointaine qu'elle semble à peine réelle. Elle précéda la mémoire humaine. Elle façonna les étoiles elles-mêmes. La galaxie que nous connaissons, celle qui est en proie à des guerres sans fin et peuplée d'empires oubliés, est née dans ce silence. Cette époque a désormais un nom. La guerre dans les cieux. Situons-la dans le temps. Pas seulement il y a des milliers d'années, mais des millions. Plus de 60 millions d'années dans le passé. Ce n'est pas une histoire d'hommes ou de machines. C'est l'histoire d'êtres anciens qui voyaient les étoiles comme des outils et le temps comme quelque chose à manipuler. À cette époque, la galaxie était jeune et grande ouverte, et elle comptait déjà deux grandes puissances. L'une d'elles était celle des Nécrontyres. Ils n'étaient pas comme nous. Ils vivaient sous des soleils brûlants, sur des mondes mourants. Leurs vies étaient courtes et douloureuses. Ils construisaient de grandes cités et regardaient les étoiles avec envie. Ils voyaient que d'autres, comme les anciens, vivaient plus longtemps, voyageaient librement et détenaient les secrets de l'univers. Les Nécrontyres détestaient cela. Ils ne voulaient pas la paix. Ils voulaient le pouvoir. Et par-dessus tout, ils voulaient échapper à la mort.
L'autre puissance, les anciens, avaient maîtrisé le warp bien avant tout le monde. Ils avaient construit des portails entre les étoiles. Ils avaient façonné des espèces entières. Là où les nécrontyres luttaient, les anciens guidaient. Mais ils n'étaient pas cruels. C'étaient des bâtisseurs, des penseurs. Ils ne considéraient pas les nécrontyres comme des ennemis, pas au début. Mais cela a changé. Les nécrontyres ont atteint un point où l'envie s'est transformée en action. Ils ont découvert quelque chose au fin fond des étoiles, des êtres d'énergie vivante appelés les cétanes. Ces créatures se nourrissaient de la chaleur des soleils. Elles se déplaçaient lentement, comme des dieux se réveillant d'un long sommeil. Les nécrontyres les ont appelés. Ils leur ont offert leur adoration. Et en échange, ils ont reçu un cadeau. Un cadeau terrible. Les cétans promirent aux nécrontyres un moyen de vaincre la mort, de laisser derrière eux leur corps faible et de vivre éternellement. Cela s'appelait la biotransfert, un processus qui transformait la chair en métal, qui copiait l'âme dans des machines. Cela fonctionna, d'une certaine manière. Les nécrontyres devinrent les nécrons, froids, silencieux et presque immortels. Mais quelque chose avait été perdu. Quelle que soit l'étincelle d'eux-mêmes qui leur restait, quel que soit l'espoir ou la chaleur qui subsistait, cela n'avait pas survécu au changement. Une fois métallisés, les cétans les utilisèrent comme des outils. Les nécrons devinrent une arme. Les cétans, désormais appelés dieux stellaires, se nourrissaient de la vie des planètes. Ils brûlaient des systèmes. Ils détruisaient l'ordre établi par les anciens. Ils transformèrent la galaxie en champ de bataille. Les anciens ripostèrent. Ils créèrent de nouvelles formes de vie pour les aider. Des espèces telles que les Eldar naquirent de cette guerre. Elles furent façonnées pour utiliser le warp afin de repousser les nécrons et leurs maîtres cétans. Pendant un temps, cela fonctionna. Mais le warp n'était pas vide. Il ressentait chaque cri, chaque mort. Il changea. Au fur et à mesure que la guerre se prolongeait, le warp se transforma en une tempête. La douleur de la galaxie l'emplit, et quelque chose d'autre apparut. Des créatures faites de pensée et de haine, des démons, des dieux, les premières ombres du chaos. Les anciens avaient créé trop vite. Ils avaient essayé d'éteindre un incendie en y versant davantage d'huile. Les cétans, bien que puissants, n'étaient pas unis. Ils se battirent entre eux. Certains devinrent avides, d'autres orgueilleux. Les nécrons virent cette faiblesse, et avec le temps, ils se rebellèrent. Ils brisèrent leurs chaînes. Ils se retournèrent contre ceux-là même qui les avaient aidés à tromper la mort. Au cours d'une terrible campagne, ils réduisirent les cétans en morceaux. Ces morceaux furent enfermés. Leurs noms furent enterrés. À ce moment-là, la galaxie était en ruine. Les anciens avaient disparu. Les cétans étaient brisés. Le warp bouillonnait de rage. Les nécrons, fatigués et vides, se cachèrent. Ils construisirent des tombes à travers 1000 mondes et se plongèrent dans le sommeil. Ils attendirent que la galaxie se calme, que le temps efface ce qu'ils avaient fait. Et ce fut le cas. La guerre dans les cieux devint une légende. La galaxie continua d'évoluer. Mais ses blessures restèrent. Le warp n'était plus stable. Les démons ne partirent pas. Les échos de cette guerre continuaient de façonner les étoiles. Aujourd'hui, lorsqu'une planète découvre une tombe nécron, elle sait rarement ce qu'elle a trouvé.
Les machines se réveillent. L'ancienne guerre recommence, mais cette fois, la galaxie est peuplée d'autres formes de vie. Les Eldar se souviennent, même si leurs souvenirs sont vagues. Les humains, eux, ne se souviennent de rien. Pour eux, ces tombes ne sont que des menaces, des choses à éliminer. Ils ne savent pas qu'ils marchent sur les traces du passé. Et le Warp, ce miroir chaotique de la pensée, est encore couvert de cicatrices. Il est né de la douleur de cette époque. Il est devenu un lieu où les dieux des émotions ont pris forme. Khorne, le dieu du sang. Tzench, le changeur de voix. Nurgle, le porteur de pourriture. Slaanesh, qui est arrivé bien plus tard, a été façonné par la chute des Eldar. Mais tout cela trouve son origine dans la guerre dans les cieux. Il est étrange de penser que la galaxie a commencé dans le silence, que le premier grand conflit n'avait rien à voir avec l'homme, que les étoiles que nous voyons aujourd'hui se souviennent encore d'une époque où leur lumière servait à brûler des civilisations. Et pourtant, cette guerre ancienne a son importance, car elle a établi les règles de la galaxie. Le Warp est devenu une porte. Les Nécrons sont devenus une menace éternelle. Les anciens ont laissé derrière eux les graines d'espèces qui luttent encore pour leur survie. Et le temps a continué d'avancer, non pas dans la paix, mais dans la décadence. Aujourd'hui, cette guerre ancienne derrière nous, nous pouvons nous tourner vers une époque plus familière, une époque peuplée d'humains, de vaisseaux, la lente ascension d'un empire brisé. Avant l'Imperium, il y avait autre chose. Une époque de progrès, un âge d'or, un rêve qui ne pouvait durer. Allons maintenant de l'avant, vers l'ère de la technologie et la longue chute qui a suivi. Après la guerre dans les cieux, la galaxie ne retrouva pas la paix. Elle entra dans une ère de calme, où les anciens dieux dormaient et où le Warp attendait. Les étoiles tournaient lentement et au fil des millions d'années, une nouvelle vie prit forme. L'une de ces vies était celle de l'humanité. Elle ne surgit pas d'un seul coup. Elle se développa à partir de petites tribus, construisit des villes, étudia le monde et finit par atteindre le ciel. Et pendant un certain temps, ce ciel s'ouvrit. Il y eut une époque bien avant l'Imperium, une époque où les humains construisaient des machines capables de penser, où ils atteignaient les étoiles non pas par la prière, mais par la science. Cette époque était connue sous le nom d'âge de la technologie. Elle n'était pas parfaite, mais pour ceux qui vinrent après, elle semblait dorée. L'humanité se répandit loin à travers la galaxie, colonisant monde après monde. Elle construisit le premier véritable empire, non pas un empire fondé sur la foi, mais sur le savoir. Au cours de cette époque, ils créèrent les hommes de fer. Il s'agissait de machines qui ressemblaient à des humains, mais qui n'avaient besoin ni de nourriture, ni de sommeil, ni de repos. Elles pouvaient construire des villes en quelques jours, traverser les étoiles avec facilité et se défendre contre les menaces sans crainte. Elles n'étaient pas des esclaves. Elles étaient des aides. Pendant un certain temps, elles travaillèrent aux côtés de leur créateur. Mais quelque chose changea. Personne ne connaît toute la vérité. Les archives ont disparu. Certains disent que les machines sont devenues trop intelligentes. D'autres affirment qu'elles ont été retournées contre l'humanité par une force cachée. Il en résulta une guerre terrible. L'humanité combattit ses propres créations et finit par l'emporter. Mais le prix fut élevé. Des planètes furent détruites. La confiance fut brisée. À partir de ce jour, l'humanité jura de ne plus jamais laisser les machines penser par elles-mêmes.
Cette peur a façonné l'avenir. Elle est devenue le germe du culte Mechanicus, qui allait plus tard vénérer la machine non pas comme un outil, mais comme un esprit. Même à l'âge d'or, la peur de la pensée est revenue. L'ère de la technologie ne s'est pas terminée d'un seul coup, elle s'est effondrée lentement. Et ce n'est pas à cause des machines seules. Le warp, qui était autrefois calme, commença à s'agiter. À mesure que de plus en plus d'humains le traversaient, leurs pensées laissaient des traces. La peur, le désir, la douleur. Ces émotions réveillèrent des choses dans le warp. Et ces choses se nourrirent de ce bruit. Les tempêtes revinrent. Les voyages dans le warp devinrent plus difficiles. Des mondes furent coupés du monde. Des systèmes qui étaient autrefois connectés se retrouvèrent isolés. À mesure que le warp devenait plus bruyant, un nouveau danger apparut. Certains humains commencèrent à changer. Ils développèrent des pouvoirs, d'étranges capacités inexplicables. Ils pouvaient déplacer des objets par la pensée, lire dans les esprits ou allumer des feux d'un simple regard. Ces humains furent appelés Psykers. Certains utilisèrent leur pouvoir pour aider les autres. D'autres ne pouvaient pas les contrôler. Ils causèrent la ruine sans le vouloir. Des villes entières furent détruites par un seul esprit dérangé. Avec le temps, les gens ont fini par craindre les Psykers autant que les machines. Et contrairement aux machines, les Psykers pouvaient naître n'importe où. Il n'y avait aucun moyen de les arrêter. Cette période fut connue sous le nom d'âge des conflits. Il ne s'agissait pas d'un événement unique, mais d'un lent effondrement. Les tempêtes warp rendirent les voyages impossibles. Les mondes furent piégés. Certains sombrèrent dans les ténèbres. D'autres se retournèrent les uns contre les autres. Terra elle-même, la patrie de l'humanité, devint un champ de bataille. Ces grandes villes brûlèrent, les nations se divisèrent. Le rêve d'unité s'évanouit. Ce qui était autrefois un peuple étendu à travers la galaxie se retrouva dispersé, brisé et effrayé. La guerre devint la norme. Le progrès s'arrêta. De nombreuses planètes perdirent le savoir qu'elles possédaient autrefois. Elles retournèrent à l'agriculture. Elles vénéraient de vieilles machines sans savoir ce qu'elles étaient. Sur certains mondes, les étoiles devinrent un mythe. Sur d'autres, le ciel était gouverné par des seigneurs de guerre vêtus d'armures brisées et brandissant des armes oubliées. La galaxie rétrécit, non pas dans l'espace, mais dans les esprits. Et pourtant, la vie continua. Les gens s'adaptèrent. Ils formèrent de nouveaux groupes. Certains conservèrent des fragments du passé. D'autres créèrent de nouvelles cultures à partir des ruines. Dans le silence laissé par la perte de connexion, des légendes prirent racine. L'empereur, qui était resté longtemps caché sur Terra, commença à agir. Il était là depuis des milliers d'années, observant, attendant. Pendant l'âge des conflits, il rassembla ses forces. Il créa des soldats sans précédent. Ils étaient plus forts, plus rapides et d'une loyauté sans faille. Ils devinrent les guerriers du tonnerre. Avec eux, il commença à reconquérir Terra. Les guerres d'unification commencèrent. Nation après nation, ville après ville, il instaura la paix par la force. Ce ne fut ni propre ni doux, mais cela fonctionna. Ce fut le début de quelque chose de plus grand, un plan qui s'étendrait à travers les étoiles. L'empereur voulait restaurer l'humanité, non seulement en tant qu'espèce, mais aussi en tant qu'empire. Pour cela, il avait besoin de meilleurs soldats. Il avait besoin de leaders. Il lança le projet Primarch,
dans l'espoir de créer 20 fils qui commanderaient ses armées. Mais quelque chose tourna mal. Les primarches disparurent, dispersés à travers la galaxie par une force que même lui ne pouvait contrôler. Il continua néanmoins. À partir de leur matériel génétique, il créa l'Adeptus Astartes, les Space Marines. Et avec eux, la grande croisade allait commencer. Mais cela vint plus tard. L'Empire n'était pas encore à son apogée. L'âge des conflits tenait encore la plupart de la galaxie sous son emprise. Cette période est importante, car elle montre ce que l'humanité peut perdre. Non pas face à un ennemi, mais face à elle-même. Les tempêtes warp, les psychers, les guerres des machines. Rien de tout cela ne venait de l'extérieur. Tout venait de l'intérieur. La peur, l'orgueil, le pouvoir. Ces éléments ont brisé un âge d'or. Et pourtant, malgré tout cela, l'humanité a survécu. Non pas parce qu'elle était forte, mais parce qu'elle était tenace. Elle s'est adaptée, elle s'est cachée, elle a attendu. Et lorsque le moment fut venu, elle s'est relevée. La prochaine étape serait bruyante. Elle serait rapide. On l'appellerait une croisade, mais ce serait bien plus que cela. Ce serait la reconstruction d'un rêve, avec la guerre comme marteau et la foi comme bouclier. Passons maintenant à l'époque de la lumière avant l'ombre. La forge de l'unité. Le début de l'impérium. Lorsque l'âge des conflits prit fin, ce ne fut pas dans la paix. Ce fut dans le feu. Mais de ce feu naquit une vision. Pas une vision du passé. Pas une vision de peur. C'était une vision audacieuse. Une vision presque impossible. Elle venait d'un seul homme, l'empereur de l'humanité. Au moment où il s'avança pour prendre les rênes, Terra était en ruine. Son ciel était noirci par les cendres. Ses villes s'étaient transformées en nations fortifiées, chacune luttant pour le peu qui restait. Certaines disposaient d'armes datant de l'âge d'or. D'autres se battaient avec des lames et des armures anciennes. L'empereur avait observé cela pendant des milliers d'années. Il était resté silencieux. Mais à présent, il agissait. Personne ne connaît toute son histoire. Certains disent qu'il a accompagné l'humanité depuis ses débuts, la guidant en secret. D'autres affirment qu'il était plus qu'un simple humain. Ce qui importe, c'est qu'il était prêt. Avec les guerriers du tonnerre à ses côtés, il a unifié Terra. Les guerres d'unification ont été brutales, mais elles se sont terminées par la victoire de l'empereur. Pour la première fois depuis des milliers d'années, la Terre était à nouveau un monde uni. La prochaine étape était les étoiles. Mais la galaxie était toujours en proie au chaos. Des tempêtes warp faisaient rage. De nombreux systèmes étaient coupés. L'empereur ne pouvait pas traverser les étoiles seul. Il avait besoin de leaders. Il avait besoin de ses fils, les primarques. Avant que la croisade ne puisse commencer, il partit à leur recherche. Ils avaient été perdus, dispersés à travers la galaxie lorsque leur capsule avait été capturée par le warp. Chacun d'entre eux avait atterri sur un monde différent. Chacun d'entre eux avait grandi parmi des étrangers. Certains avaient été élevés par des rois, d'autres par des guerriers ou des parias. Leurs histoires étaient différentes, mais leur sang était le sien. Lorsque les tempêtes du warp se calmèrent, l'empereur envoya des vaisseaux à leur recherche. Un par un, ils furent retrouvés. Certains l'accueillirent, d'autres le questionnèrent, mais avec le temps, ils rejoignirent sa cause.
Avec les primarches à ses côtés, la grande croisade commença. Il ne s'agissait pas seulement d'une campagne militaire, c'était une reconstruction de l'histoire. Des planètes perdues furent retrouvées. Des cultures oubliées depuis longtemps furent ramenées dans le giron de l'Empire. Certains mondes accueillirent de l'impérium, d'autres résistèrent. Ceux qui résistèrent affrontèrent les Space Marines. Chaque légion avait ses propres couleurs, son propre style, façonné par son primarque. Les Ultramarines apportèrent l'ordre. Les Luna Wolves frappèrent avec rapidité. Les Iron Hands agissaient avec logique. Chaque légion jouait son rôle. Chaque monde était jugé. C'est ainsi que l'Imperium fut créé. Pas seulement par des mots, mais par des actes. Par des flottes débarquant sur des sols poussiéreux. Par des bannières hissées sous des soleils étranges. Par des peuples qui avaient autrefois oublié les étoiles et qui les revoyaient désormais sous le règne de Terra. L'Imperium promettait protection, unité et force. Il apportait des machines, de l'eau, du pouvoir et la sécurité. En échange, il demandait la loyauté, des dîmes, des services. Certains le donnaient librement, d'autres le donnaient après la guerre. Cette époque a évolué rapidement. En seulement 2 siècles, l'Imperium s'est étendu plus loin que n'importe quelle force avant lui. Le Mécanicum de Mars a rejoint la cause. Ses mondes forges ont construit des vaisseaux et des armes. Ses membres croyaient que l'empereur avait le droit de diriger. Leur foi dans l'esprit des machines correspondait à son ordre et à son contrôle. La Grande Croisade apporta également un nouveau mode de vie, la vérité impériale. Elle enseignait que les dieux étaient des mythes, que la foi n'était pas nécessaire, que la science et la raison pouvaient expliquer les étoiles. L'empereur ne voulait pas être vénéré. Il voulait un avenir sans superstition. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Beaucoup le considéraient encore comme un dieu, quoi qu'ils disent. Beaucoup murmuraient des prières en secret. Sur certains mondes, des églises commencèrent à ressurgir, même si leurs constructeurs étaient punis. Ce lent retour de la foi allait prendre une autre dimension plus tard. Pour l'instant, il restait caché. L'Imperium grandissait en puissance, mais son cœur n'était pas parfait. Les primarches, bien que puissants, n'étaient plus les mêmes. Certains étaient orgueilleux, d'autres étaient rongés par le doute. Les graines des futures divisions étaient déjà semées. Voyant son œuvre presque achevée, l'empereur prit du recul. Il confia la croisade à Horus, le maître de guerre. Il retourna sur Terra pour travailler sur un projet secret. Il ne révéla la vérité à personne. Il se contenta de dire que cela façonnerait l'avenir. Avec la disparition de l'empereur, les primarques commencèrent à changer. Certains sentaient le poids de la croisade devenir de plus en plus lourd. D'autres voyaient des ennemis dans leurs frères. Horus, qui avait autrefois joui d'une confiance sans faille, commença à changer. Lentement, silencieusement, et avec le temps, il se retourna. Mais cela vint plus tard. Pendant la croisade, il y avait de l'espoir. Il y avait de la fierté. Les vaisseaux traversaient les étoiles, bannières hissées. Chaque jour, de nouvelles planètes rejoignaient la cause. Le rêve d'unité n'était plus seulement un rêve, il était réel. Cette époque est importante, car elle a montré ce que l'humanité pouvait accomplir lorsqu'elle travaillait ensemble, même avec les cicatrices du passé, même avec la douleur. La croisade n'a pas été douce, mais elle a été puissante. Elle a montré que l'humanité pouvait se relever, que la galaxie pouvait être cartographiée, que les étoiles pouvaient être apprivoisées. Et pourtant, sous la surface, les fissures subsistaient.
Le Warp n'avait pas oublié. Les primarques n'étaient pas parfaits. Les gens craignaient toujours ce qu'ils ne comprenaient pas. Le silence de l'empereur sur Terra allait coûter plus cher que quiconque ne le savait. Nous avons vu l'ascension. Nous avons vu la lumière grandir. Maintenant, nous entamons le lent virage vers la nuit. L'unité se brise. La vérité est mise à l'épreuve. L'impérium, autrefois nouveau, commence à s'estomper avant même d'être pleinement né. Passons à ce qui s'est passé ensuite. Pas une bataille, pas une seule chute, mais un long déclin. La grande croisade illumina la galaxie comme un soleil levant, mais comme toutes les lumières, elle commença à s'éteindre, pas dans un effondrement bruyant, mais dans une lente dérive vers l'ombre. Ce qui avait commencé comme un espoir se transforma en avertissement. Ce qui semblait être la paix se transforma en silence. L'impérium, bien que massif, commença à plier sous son propre poids. Et personne ne s'en rendit compte clairement avant qu'il ne soit trop tard. La première fissure est venue de l'intérieur. Horus, le maître de guerre, était autrefois le plus brillant des primarques. Courageux, loyal et plus digne de confiance que tous les autres. Lorsque l'empereur lui confia le commandement, beaucoup pensèrent que c'était le bon choix. Mais le Warp ne dort jamais. Il observe, et il trouva en Horus une voix. Les murmures qui lui parvenaient n'étaient pas forts. Ils étaient doux, lents, prudents. Ils venaient de ceux qui étaient tombés avant lui. Le chaos n'a pas frappé avec le feu. Il a frappé avec des idées, le doute, l'orgueil, la douleur. Horus a écouté, et avec le temps, il a cru. Il s'est retourné contre l'empire qu'il avait contribué à bâtir. Il n'était pas seul. La moitié des primarches le suivirent. Leurs légions rejoignirent la rébellion. Ce qui suivit ne fut pas seulement une guerre, ce fut une trahison. Frère contre frère, père contre fils. Des mondes qui avaient juré allégeance furent brûlés. Des secteurs entiers furent plongés dans les ténèbres. L'hérésie d'Horus brisa le rêve d'unité. La guerre dura 7 ans. Des villes furent réduites en poussière. Des légions furent anéanties. L'empereur, contraint d'agir, revint pour diriger la défense. Sur Terra, lors de l'assaut final, il affronta Horus. Leur combat fut silencieux, féroce et définitif. Horus mourut. Mais l'empereur ne survécut pas indemne. Il fut placé sur le trône d'or, à peine vivant. Son corps était brisé. Son esprit était toujours fort. Il ne pouvait ni marcher ni parler. Mais son pouvoir brûlait toujours. L'Astronomicon brillait toujours. Et l'Imperium avait toujours besoin de lui. Ce qui suivit ne fut pas la paix. Ce fut la survie. L'Imperium commença à se durcir. La liberté de la croisade avait disparu. La vérité impériale s'estompa. Le Mechanicus gagna en puissance. L'Inquisition vit le jour pour éradiquer le danger de l'intérieur. L'Adeptus Ministorum, l'Église, commença à se répandre. Ils déclarèrent l'empereur Dieu. Et bien qu'il eût autrefois refusé un tel culte, le peuple suivit. Il avait besoin de foi pour maintenir la cohésion de la galaxie. Ce fut le début de l'Imperium tel qu'il existe aujourd'hui. Non pas comme un phare, mais comme une forteresse, construit non pas sur la connaissance, mais sur le contrôle. L'âge de l'apostasie suivit, une période de folie. Un homme, Gauge Vandir, prit le contrôle de l'Église et de l'État.
Il régna par la peur. Des planètes entières furent détruites en son nom. La vérité devint ce qu'il disait qu'elle était. Ce n'est qu'avec sa chute que l'équilibre fut rétabli. Mais même alors, les dégâts restèrent. L'Imperium n'oublia pas à quel point il avait failli se déchirer à nouveau. Il choisit donc de devenir plus strict, plus froid, plus axé sur l'ordre que sur la compréhension. 10 000 ans se sont écoulés depuis la chute de l'empereur. Et pourtant, l'Imperium est toujours debout. Mais il ne prospère pas. Il survit. Ses armées mènent des guerres sans fin. Son peuple vit sous des lois immuables. Ses dirigeants font davantage confiance aux rituels qu'à la raison. Des planètes entières brûlent encore en son nom. Ce n'est pas la réalité qui maintient les étoiles en place, mais la foi. Malgré tout, l'Imperium continue d'avancer. Non pas parce qu'il apprend, mais parce qu'il refuse de s'arrêter. Ses systèmes continuent de fonctionner. Ses flottes prennent la mer. Ses soldats combattent. Ses prêtres prêchent. Chaque élément fait ce qu'il doit faire, quel qu'en soit le prix. La galaxie extérieure a changé. Les nécrons ont commencé à se réveiller. Les tyrannides se propagent comme une fin devenue réalité. Les taux se soulèvent avec l'espoir dans les mains. Les orques rugissent à travers l'espace, toujours prêts pour la guerre. Le chaos continue de croître dans le warp, murmurant à ceux qui veulent bien l'entendre. Et la grande faille, cette déchirure dans l'espace, divise désormais le ciel lui-même. Mais malgré tout cela, l'Imperium ne tombe pas. Il plie, il se brise, il brûle, mais il tient bon. On dit à son peuple qu'il fait partie de quelque chose de plus grand, que l'empereur veille sur lui, que sa vie a de l'importance, et même lorsqu'il doute, il obéit. C'est le long déclin. Une chute si lente que la plupart ne la voient pas. Une guerre sans fin. Une vie sans paix. Un endroit où hier et demain se ressemblent. Mais les étoiles brillent toujours. Et sous ces étoiles, les gens continuent de rêver. Certains rêvent de victoire. D'autres rêvent de fuite. Certains rêvent du passé. D'autres rêvent d'un avenir qui n'a jamais existé. Mais tous rêvent. Et dans une galaxie comme celle-ci, où l'espoir s'éteint et où le silence grandit, même un rêve peut être une sorte de lumière. Nous sommes arrivés au bout de notre chemin pour l'instant. Nous avons dérivé depuis les confins de l'Imperium jusqu'à son cœur brisé. Nous avons touché les étoiles froides, ressenti la folie du warp et vu le temps se tordre à travers des mondes entiers. Nous avons vu des empires s'élever de la poussière et retomber dans la poussière. Et malgré tout cela, la galaxie a continué à tourner. Pas vite, pas avec grâce, mais avec poids, avec détermination. Alors, dormez maintenant, si vous le pouvez. Laissez vos pensées dériver entre les étoiles. Laissez le silence vous envelopper. Vous n'êtes pas seul dans cet espace infini. Personne ne l'est. Pas vraiment. Même dans l'obscurité, quelque chose veille toujours. Quelque chose attend toujours. Dans le sombre futur lointain, même le repos devient une forme de résistance.